Les vraies voix du foot, 20h-21h, Philippe David. Merci à Maxime, notre excellent réalisateur d'ailleurs, qui intervient dans l'émission pour cet excellent jingle qui nous a mis... On n'a plus rien à dire. Ah ouais, il a tout dit là. Ah là, désolé, moi j'ai les poils la semaine prochaine qui se hérissent en entendant ces moments. La finale France-Croatie 2018, le quart de la demi-finale contre Marseille en 2016. Vraiment que de souvenirs. Oui, au menu de ces vraies voix du foot, une demi-heure consacrée à la retraite internationale d'Antoine Griezmann. Ensuite, on parlera à 20h d'Arsenal Paris Saint-Germain, coup d'envoi à 21h. On finira par le débrief de Red Bull Salzbourg-Brest. Et pour le moment, à l'heure de jeu, les Brestois mènent 1-0 à Salzbourg. Allez, on parle tout de suite d'Antoine Griezmann. On a évidemment Emmanuel Galasso et Guy Carlier, comme tous les soirs. Mardi soir, ça va les gars, ça va Bonsoir à tous et à toutes. Enfin, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à tous, ça va très bien. Ça va très bien, Philippe. Et on a un invité exceptionnel puisqu'il a écrit avec Antoine Griezmann sa bio derrière le sourire. Bonsoir Arnaud Ramsey. Bonsoir Philippe, bonsoir à toutes et à tous. Alors on ira au 0826 300 300. Tout à l'heure on a un fan d'Antoine Griezmann, un fan absolu qui veut réagir. Je vais commencer par vous poser la question. C'est tombé hier un peu comme un cheveu sur la soupe. Comment est-ce que vous avez vécu la nouvelle qui est tombée? Tiens, Emmanuel. Surpris, je pense, comme à peu près tout le monde, déjà par le timing. Le timing en général, quand on annonce sa retraite internationale, c'est vraiment dans la foulée d'une compétition majeure. Là, c'est quasiment 3 mois après le dernier Euro. Et après la surprise et un peu l'émotion aussi d'annonce, je me suis fait le film de Griezmann avec l'équipe de France. Et je pense qu'il y a 3 actes dans cette histoire entre Griezmann et l'équipe de France. Il y a le premier acte 2014-2018. Avec une relation avec Deschamps très forte, là c'est l'amour fusionnel. Deuxième acte avec en apothéose, évidemment la victoire, la Coupe du Monde 2018 et l'apothéose de leur duo, Griezmann-Deschamps, mais Mbappé qui rentre à ce moment-là dans la danse, 2018, ce qui amène le deuxième acte avec la cohabitation Mbappé-Griezmann et le trio et même le quatuor quand Benzema arrive, qui a un petit peu fragilisé le statut de chouchou et de star de l'équipe de Griezmann. Et le dernier acte qui commence avec le brassard de capitaine qui est donné à Mbappé au lieu de Griezmann et qui se termine par l'Euro où il est trimballé à droite à gauche. Et on sent que finalement ce qui a vraiment joué, c'est d'une part le fait qu'il soit fragilisé dans le vestiaire par le capitana, puis sur le terrain, sur des choix techniques de Deschamps à l'Euro. Et voilà, j'espère qu'il aura une belle fin, qu'il aura un beau jubilé, parce que là, pour l'instant, c'est une fin un peu anonyme et il mérite beaucoup mieux que ça, Griezmann. Guy, comment tu as vécu l'info d'hier? Voilà, je suis d'accord avec l'analyse d'Emmanuel et sur la façon dont moi je l'ai vécu. Je l'ai vécu comme la fin d'une histoire d'amour. Comme on vit la fin d'un amour, quand on sait que tout est fini, quand on est ensemble par habitude, quand on sait que c'est inéluctable. Vous savez, la chanson de Michel Jonas, quelque chose est devenu moche et s'est cassé. Et ben c'était ça. On est triste. C'est de la même façon qu'on se dit qu'on ne verra plus marcher l'autre avec son allure et on ne verra plus Griezmann avec cette allure. Il courait comme un junior. Il gambadait sur le terrain et on le voyait à des postes qui n'étaient pas fixes. C'était justement ça qu'il fallait pas faire avec lui. Il fallait pas lui dire reste le long de la ligne de touche. Enfin bon, je vais pas en faire des tonnes. Pour moi, je l'ai vécu comme je vous disais la fin d'une histoire d'amour et avec un adieu, comme les adieux à la fin des histoires d'amour, à la fin de France-Italie, ce match merdique, où il a été, il faut le reconnaître, lui aussi mauvais. Il a eu 3/10, je crois, dans l'équipe. Et là, vous savez, ce moment qu'on aime bien à la fin du match, quand il y a les dirigeants en costume, avec les entraîneurs, avec les joueurs, qui rentrent sur la pelouse, ça se mélange, ça s'invective un peu, ça se félicite, ça gueule un peu sur l'arbitre, le gars montre le coin où il a été fauché, enfin, vous voyez, bon, etc. Et à la fin, tout le monde est un peu aspiré, comme vers les vestiaires, vous voyez, et là, il est sorti du lot et il a fait le tour du stade pour saluer le public. Et on s'est rendu compte qu'il cherchait pas des ovations, qu'on l'ovationne lui, c'était lui qui remerciait le public. J'ai trouvé ça d'une classe inouïe et voilà pourquoi je suis un peu meurtri par la façon par cette histoire-là. Alors Arnaud, tu connais bien Antoine Griezmann. Tu as écrit son livre tu as coécrit avec lui son biographie. Je l'ai aidé. Derrière le rire, t'étais au courant de la retraite internationale d'Antoine ou c'est tombé comme pour tout le monde? Si je vous ai dit oui, j'aimerais bien vous dire oui, d'être dans le secret des... Non, et c'est là où c'est fort, dans un milieu du foot où tout se sait. Là, honnêtement, c'était extrêmement cloisonné pour écrire ce livre où je l'ai accompagné. J'ai pas mal travaillé avec Maude, qui est sa sœur et son agent, qui était la seule dans la confidence avec la femme d'Antoine Griezmann, la mère de ses 3 enfants. Personne n'est au courant, y compris Didier Deschamps, puisque Antoine Griezmann l'a annoncé
à Deschamps hier, une fois qu'il a mûri sa décision. Il n'a pas appelé il y a quelques semaines en disant j'hésite. Une fois, Griezmann, c'est un homme de décision. Parfois, elles ont été mal interprétées, comme quand il a choisi finalement de quitter l'Atlético Madrid pour aller à Barcelone, avant de revenir. Oui. Mais une fois qu'il avait décidé que son histoire d'amour, parce que c'est exactement comme l'a dit Guy, c'est-à-dire c'est 10 ans d'histoire d'amour fou, avec parfois des hauts, quelques bas, mais surtout beaucoup de hauts. Et puis, dans le livre, il se raconte l'émotion, la tension, lorsqu'il y a plus de 10 ans, la première fois, Didier Deschamps l'avait appelé quelques semaines avant d'annoncer sa première liste pour un France-Pays-Bas en 2014 et il lui avait dit, parce qu'il est malin Deschamps, en disant on te surveille, on te suit. Il jouait à l'époque à la Real Sociedad et puis quand il a découvert son nom dans la liste des joueurs, il en pleurait d'émotion. Donc ça fait 10 ans. Ce qui est important de noter, c'est que c'est lui qui a choisi sa sortie. Alors on peut interpréter. Tu parlais du timing. Il y a la liste de Deschamps dans quelques jours, donc il voulait pas parasiter. Forcément, Deschamps sera attendu, le sélectionneur, sur ce choix de Griezmann. Est-ce que en donnant le capitanat à Mbappé plutôt qu'à Griezmann, il a accéléré? Oui, ce qu'on appelle briser le transfert en psychanalyse. Exactement, quelque part oui. Après, à ton avis, ça a joué le coup du brassard pour c'est une accumulation. Après, je suis pas le confident de Griezmann. Hein. On a écrit ce livre, mais je suis pas un proche. Simplement, il a, compte tenu de l'énergie dans son club au quotidien et en bleu, ça devenait difficile. Il a 3 enfants, mine de rien, ça prend du temps. Et puis, il avait envie de choisir le moment où il s'éclipsait, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu triste, mais au dernier Euro, en demi-finale contre l'Espagne, il n'était pas titulaire. Non. Guy l'a rappelé, contre l'Italie, il ne devait pas jouer finalement, et il a joué, il a été titulaire, mais il a été très médiocre par rapport à ce qu'il est d'habitude. Il a joué quelques matchs contre la Belgique, qui était son dernier match de l'équipe de France. C'est un peu triste, je ne pense pas qu'il aura de jubilé. Et moi, je me souviens des jubilés de Laurent Blanc il y a quelques années, Deschamps. Ouais. En même temps, il a un peu mal vécu parce que ça donnait l'impression, voilà, c'est un peu paradoxal parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas annoncé officiellement leur départ. Donc on leur remettait des fleurs comme s'ils allaient partir. C'est difficile de choisir. Pour moi, paradoxalement, il y a presque que Zidane qui a choisi son moment. C'est-à-dire que moi, j'ai couvert le Mondial 2006. On savait que potentiellement, chaque match de Coupe du Monde serait le dernier. Et puis partir sur un coup de boule, bon ça, on ne peut pas faire mieux. Ça. Oui. Griezmann, il est parti à son image, à pas feutrer, avec émotion dans la voix. Et c'est la fin d'une belle histoire d'amour. 10 ans sans. Et puis juste, c'est quand même avec des la plus longue série de matchs consécutifs disputés comme titulaire. Et également le record de passes D. Comme on dit, 30 passes décisives. 137 sélections, Et 44 buts, c'est quand même des statistiques. Est-ce que vous pensez qu'il peut faire une Zidane, justement? Revenir partir, non, ah oui. Partir. Non, j'ai cru que tu voulais dire mettre un coup de boule à quelqu'un, histoire de marquer. Tant qu'il y a des chances, ça me paraît compliqué. Partir pendant 1 an et demi, et puis revenir pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Ah, tiens Guy, qu'est-ce que tu en penses? Emmanuel vient de donner la réponse. Avec Deschamps, ça paraît impossible. Improbable. Arnaud? Ah, tout est possible. Moi, effectivement, ce qui est étonnant, c'est qu'on peut se dire qu'il est plus titulaire, c'est pas étonnant, il n'a pas envie de gâcher la fin de son histoire d'amour, mais les États-Unis, c'était le pays où il rêve d'habiter un jour, donc cette Coupe du Monde dans 2 ans, ça paraît pas si loin, même si elle est d'un footballeur, c'est long, mais je le vois pas trop revenir. Deschamps, on a beaucoup focalisé en disant c'est de la faute de Deschamps, je pense pas, mais c'est pas le caractère de Griezmann. Il a 33 ans aussi. Alors il y a Michael Olise qui brille avec le Bayern Munich, qui entre guillemets quelque part appelé à lui succéder, qui a un jeu aussi polyvalent et soyeux que Griezmann. Nkunku aussi. Nkunku qui revient bien, enfin, donc. Zidane, il fallait un leader. Là, a priori, normalement, l'équipe de France ne manque pas de leader. Je dois vous poser une question à tous les trois. Est-ce que pour vous, Griezmann restera comme un grand de l'histoire des Bleus? Moi, Philippe, juste, si tu le permets avant... Je permets tout. C'est gentil. Je trouve que une des surprises aussi dans l'annonce de la fin de la carrière internationale, enfin, du départ à la retraite d'Antoine Griezmann, c'est l'état de forme dans lequel il est à l'Atlético. Parce que Varane, on l'accepte assez facilement parce qu'on sait que depuis quelques années, c'est très compliqué physiquement. Il n'avait plus de club, Varane. Il n'avait plus de. Absolument. Là, son expérience à Com, ça a été éphémère. Giroud, Lloris, on sent quand même un déclassement en club où ça se complique sur les dernières années. Griezmann, il suffit de voir son dernier match contre le Real. Là, il est époustouflant en club. Il est sur les 2 dernières saisons. Moi, je le trouve même meilleur qu'il ne l'a jamais été quasiment. Donc, je pense que dans la surprise de cette annonce, il y a évidemment la relation avec Deschamps, ce qu'on dit, le contexte en équipe de France, mais l'effet de surprise aussi repose sur ce qu'il est en tant que joueur en club. Et je sais pas, là je vous pose la question, est-ce que vous avez souvenir d'un joueur qui est parti à la retraite en étant à un tel niveau encore en club avec un tel statut?
Mais justement, si tu traces deux courbes, celle de son statut en club et celle en sélection, tu t'aperçois que depuis la fin de la saison dernière, même depuis le milieu de la saison dernière, il est au top. Il est mais vraiment adulé. Il a un statut à l'Atlético, c'est incroyable. Et parallèlement à ça, il y a ce dont on parle depuis le début, c'est-à-dire ce déclassement permanent, ces humiliations, ces petites humiliations volontaires, involontaires. En tout cas, c'est ces choses qui le blessent et c'est devenu... Les deux courbes pourront plus jamais se rejoindre. C'est inéluctable. On était parti un peu au sommet aussi de l'équipe de France. Après l'Euro 2, un peu après l'Euro 2000, c'est ça. Mais Deschamps, quand on voit les insides de l'Euro 2000, quand même, on sent une vraie colère de Deschamps vis-à-vis des médias. Oui. Vous vous rappelez, on se rappelle le speech où il se parle sur le terrain après la victoire ubuesque, fantastique contre l'Italie, où il lui dit, après on décryptait les lèvres, ouais j'arrête, j'en ai marre, machin truc. Parce que Deschamps, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a 31 ans quand il prend sa retraite en 2000, mais mine de rien, la situation la relation qu'il a avec les médias, et même au sein du groupe, on sent qu'en fait, vu que sportivement il commence quand même à décliner, ce qui n'est pas le cas de Griezmann, c'était peut-être un peu plus prévisible, je trouve, que Deschamps, à l'époque, vivait très mal que les médias, et notamment Pierre Ménès et l'équipe, par exemple, pour pas les citer, promulguaient quelque part Patrick Vieira comme son successeur. Absolument. Ce qui n'était pas complètement choquant, parce que Vieira était un joueur remarquable. Donc Deschamps, voilà, il a eu le sentiment de reconnaissance. Oui, il avait zappé des conférences de presse à l'Euro 2000, ce qui est rare en tant que capitaine. Voilà, c'est dur de choisir son moment. Je me souviens d'Emmanuel Petit qui avait mal vécu, Lisa Razou que je connais très bien parce que j'ai aussi écrit, je l'avais accompagné dans l'écriture de ses mémoires, qui voilà, il était très vexé qu'après l'Euro 2004 par Jacques Santini, Raymond Domenech n'ait même pas pris la peine de le solliciter. Oui. Bon, un joueur normalement, l'équipe de France, et c'est aussi ce qui est fabuleux chez Griezmann. Historique, champion du monde, champion d'Europe. Oui, tout à fait. Mais il estimait qu'il avait encore, c'est Patrice Evra qui l'a remplacé. Mais si vous voulez, ce que je trouve beau chez Griezmann, c'est que c'est lui qui a choisi. Normalement, aucun joueur veut partir en retraite. Il l'annonce. On va continuer à en parler dans un instant. Alors la surprise, c'est Brest qui mène désormais 2-0 au Red Bull Salzbourg, puisque Mady Camara vient d'ajouter un but là il y a quelques instants, et pour le moment Brest est en tête de la Ligue des Champions. Ce serait étonnant qu'il soulève la coupe aux grandes oreilles dans quelques mois, mais vraiment bravo. Profitons-en. On se retrouve dans quelques instants. On voit sur Twitter, pardon, je t'ai coupé dans le lancement de la pub, mais on voit sur Twitter partout le classement provisoire avec Brest devant le Bayern, devant Leverkusen, devant la Juve, etc. Et ils viennent d'en mettre un troisième à l'instant. Alors là, c'est surréaliste. Surtout quand tu vois ce qu'ils ont fait. Plus en pub, il y en a un quatrième qui arrive. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Sud Radio. Parlons. Et dans ces vraies voix du foot, on parle de la retraite internationale d'Antoine Griezmann avec bien évidemment Guy Carlier et Emmanuel Galasso. On a Arnaud Ramsey qui a écrit avec Antoine Griezmann son autobiographie Derrière le sourire. Et on a un fan absolu d'Antoine Griezmann qui nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Alors, Sébastien. J'avais posé une question juste avant la pub. Je vous la pose et on va faire réagir l'ensemble des vraies voix. Est-ce que pour vous, Griezmann restera dans les très grands du foot français avec Zidane, Platini, Coppa et tutti quanti? Oui. Ça au moins c'est direct. Oui. Non, c'est minimum top 3. Top 3, il y a débat, je pense. On va se dire Sébastien, comme on se tutoie dans les vraies voix du foot. Tu le mets où, Griezmann? Moi, je le mets 3. Alors, je le mets un peu derrière Zidane et Platini parce que 2 sont quand même un peu des fricheurs. Le premier a soulevé une grande compétition, a gagné une grande compétition, Platini, et puis Zidane, Coupe du Monde. Malgré tout, pour moi, déjà, c'est le meilleur gaucher de l'histoire de l'équipe de France, en tout cas pour les joueurs offensifs. Oui. Et en plus, ce qu'il a pour lui, c'est sa grande complémentarité avec plein de joueurs, plein de systèmes de jeu, polyvalence, jeu de tête, enfin... très peu de points faibles, et puis un leader solaire, une personnalité vraiment qui dépasse même les amoureux du foot. On l'a vu notamment cet été avec les JO, je pense, qui a rajouté une petite touche en plus, je trouve, sympa, avec tout ce qu'on aimait déjà de lui pour les amoureux du foot. Donc pour moi, pour toutes ces raisons, puis bien sûr son palmarès XXL, je le mets top 3, et je le mets un peu derrière Zidane et Platini pour ce que je vous ai dit. Mais une Ligue des Champions quand même. En équipe de France. Oui, mais on parle de palmarès global. Ouais, mais peut-être cette saison. Il a quand même une Coupe d'Europe. Enfin, oui, déjà en plus, c'est vrai, sa carrière n'est pas finie. Pourquoi pas Pourquoi pas. Alors, Sébastien, reste avec nous. Guy, tu le mets où, Griezmann, dans les listes? Il y a deux, à mon avis, il y a deux joueurs qui
je mets de côté l'époque Copa, Fontaine, etc. C'est un autre monde et tu peux pas. Mais c'est Platini et Zidane, c'est-à-dire deux gars à qui on remettait les clés du camion et les sélectionneurs, que ce soit voilà, même Domenech ou Domenech en 2006, tu vois, on n'en parle même pas. Donc ces deux-là sont au-dessus. Il n'a pas eu ce statut-là. Par contre, pour moi, Griezmann, c'est un héros français. On va encore dire qu'on est des nationalistes, etc. Si Maxime a terminé son illustration sonore par la phrase « Je suis fier d'être français », c'est pas innocent. C'est qu'il y a une sincérité. Et c'est pas un truc de réac ou de facho. Tu sais, on parlait de football champagne. La définition, voilà. Pour moi, Griezmann, c'est la définition du football champagne dans son expression et dans sa relation avec le public. Français, ouais. Tu le mets dans le top 3, toi aussi ? Moi, je mets Platini en 1, Zidane en 2. Déjà, et après je pense qu'on peut y avoir débat sur le reste. Je pense qu'il y a une différence entre... Il y a un but, j'ai l'impression que Philippe est en train de devenir tout rouge. 4-0 pour Brest. Pour Brest. Vas-y, continue. Oui, je pense que la différence peut-être avec Platini et Zidane, c'est qu'il est entouré, enfin c'est un joueur au style atypique. Il est entouré de joueurs qui sont tellement différents de lui, qui ressort finalement peut-être plus au sein du collectif, alors que Platini à son époque était quand même entouré de grands techniciens. Zizou avait Djorkaeff à côté. Enfin, je veux dire, il avait Giresse, Tigana, voilà, Gentini, le milieu à 4. Il y avait 4 numéros 10. Je pense que c'est peut-être ça qui différencie Griezmann, et son côté technique, sa polyvalence et ce qu'il apporte à l'équipe est peut-être encore mieux valorisé que les autres, mais je pense mine de rien que c'est un joueur moins important que Zidane et Platini. Tu le mets au niveau blanc par exemple, Ribéry, il y a une catégorie comme ça. Moi je le mets top 5. Pour moi il y a un top 2 évident qui est Platini-Zidane, après je le mets top 5 et selon les générations et les goûts on peut débattre après. Tu le mets où toi Arnaud ? Oui, d'abord il faut rappeler que le football est un sport collectif, mais on retient les ballons d'or, ceux qui nous ont fait rêver. Alors je suis exactement comme Guy, Copa, Fontaine, Piotoni, d'abord je les ai peu vus jouer et c'est dur, mais Copa, premier français vainqueur d'un ballon d'or, carrière extraordinaire, 58. Mais voilà, 58 et puis la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Mais moi ce que je retiens, et c'est un petit peu ce que disait votre auditeur, et un peu comme Zidane et Platini, il fait bien jouer les autres, il fait rayonner les autres. C'est l'apôtre du collectif, c'est aussi pour ça que les gens l'aiment autant. L'auditeur aussi en parlait, de sa joie spontanée. Parce que rien n'est calculé chez Griezmann quand il communiquait, quand il transmettait ses émotions devant la Ligue des Champions, devant les Jeux Olympiques, pardon. Et ce qui lui a manqué, effectivement, c'est peut-être pour être dans la table des grands, c'est ce qu'il avait dit. Ça lui était reproché, c'est de ne pas avoir gagné une Ligue des Champions. Il a quand même terminé. Pour moi, il aurait dû avoir un ballon d'or. En 2016, pour moi, en 2016, s'il met son penalty contre le Real en finale, il gagne la Ligue des Champions, et si Rui Patricio sort pas une finale exceptionnelle. Vous me dites ça, s'il perd pas les deux finales, évidemment c'est le plus dur à gagner. Et si Zidane met pas les deux buts, il gagne pas le ballon d'or. Moi aussi, mais ça c'est du chronie ça. Mais après aussi, je pense qu'une des différences... rien, je veux dire. Ah oui, mais la finale, c'est une barre transversale sur le penalty et le poteau de. S'il n'y avait pas Paoletta, Pancrate aurait fait une belle carrière. Mais 2018, c'est un problème de riche, c'est-à-dire qu'il y avait tellement d'atouts pour les Français. Mbappé a pris des voix et que c'est Modric qui s'est imposé parce qu'il a cristallisé toutes les voix. Un petit peu comme quand Nedved avait dominé Thierry Henry. En 2005. 2003. Mais effectivement, c'est. Mais Griezmann, après, voilà, moi je le mets dans le top 5 sûr, et derrière Zidane, Platini. Mais au-delà du palmarès, Griezmann, il n'a pas été dans une équipe ultra dominante aussi. Platini a été avec la grande Juve, Zidane avec le Grand Real, lui à l'Atlético dans un style qui lui correspond bien finalement. Il aime bien. Avec Messi, on a vu que mais c'était un joueur secondaire en plus. C'est-à-dire qu'il était dans le Barça de Messi. C'est pas le Barça de Griezmann, et l'Atlético c'est celui de Griezmann, mais c'est un jeu qui fait pas rêver et qui va pas marquer l'histoire du foot. Il y a Sébastien qui veut réagir. Guy Carlier en attendant, Sébastien. Paradoxalement, cette histoire de Barcelone qui était son échec, mais a contribué à renforcer son image auprès des gens simples. Tout à l'heure, dans ce qu'on a entendu, le résumé qu'on nous a fait écouter, tu as entendu ces phrases, ces mots, il lisait, il avait du mal à lire, c'était pas un avocat, c'était pas un cabinet d'avocats qui lui avait rédigé le truc. Et donc, il parlait à la France des territoires. C'est l'anti-Mbappé. Et ça, cette sincérité-là, et le fait qu'il soit écrasé par Messi, enfin, les magouilles de Barcelone et tout, et qui reviennent comme ça, finalement, c'est symbolique de ce qu'il est. Moi, j'avais pas vu ça depuis l'appel du général de Gaulle.
Incroyable, quoi. Oui, qui était à Londres, donc à Arsenal ou à Chelsea. Sébastien, je vais poser la question à tout le monde. Est-ce qu'il y a une image qui te reste de la carrière internationale d'Antoine Griezmann? C'est dur, je dirais. Bon, l'évidence, c'est de répondre à la finale de 2018. Parce que c'est la deuxième étoile, oui. Et en même temps, j'ai envie d'être pas plus original, mais de parler plutôt de 2016, France-Allemagne, ou disons, parce que c'est en France déjà, parce qu'on bat l'Allemagne, ce qui est quand même rare, ce qui n'est pas arrivé depuis... Toujours plaisir. Depuis, je sais pas, peut-être... c'était plus arrivé depuis le match de classement 1958, oui, on bat l'Allemagne 6-3. C'est ça. Donc, et puis surtout, il est tout jeune. C'est vraiment, on voit que là, on lui donne les clés. Quand on est parti pour 10 ans de Griezmann, etc. Il prend les clés super surtout. Joyeux, avec sa joie. Il est tout jeune. Il est tout. Mandouille et tout. Je dirais peut-être plus celle-ci, mais bon, évidemment, un coup du monde à côté. Et sinon, j'ai juste rajouté pour le top 3 un argument qui va assommer tout le monde autour de la Je dirais que c'est sûrement le joueur français qui a réussi le plus de grands matchs, de grands tournois, c'est-à-dire Euro 2016, les matchs qui comptent, pas les matchs de premier tour sont importants, mais les quarts, les demi, etc. À part la finale de 2022 qui rate, où il sort rapidement, on ne sait pas. Il est stratosphérique à l'Euro français, à la Coupe du Monde au Qatar et à la Coupe du Monde en Russie. Et ça, même Platini 82-86, c'est pas l'Euro 84. Zidane, c'est pas mal. 2006-98. Il fait une Coupe du Monde 98. Assez terne, sauf la finale, évidemment. Ouais, peut-être Zidane, parce qu'il y a l'Euro 2000 où il est stratosphérique aussi. Mais malgré tout, moi je dirais, il y a 3 tournois où il est vraiment irréprochable. Alors, avant de faire le tour, je dis que je suis d'accord avec toi, Sébastien. Ma génération est traumatisée par les défaites de 82, 86 et 2014. Je me rappelle de Griezmann qui pleure à la fin du quart de finale. On perd 1-0 au Maracana. Et moi, le match qui reste, c'est la victoire à Marseille. On avait enfin battu l'Allemagne 34 ans après Séville. Au bord des larmes sur mon balcon. Guy, tu chantais, vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Je me souviens. Guy, l'image qui te restera de Griezmann. C'est bizarre, j'ai pas d'image précise d'un match précisément. Oui. C'est son allure. J'en ai parlé tout à l'heure, je vais pas être redondant, mais c'est son allure sur le terrain. Je le vois gambader, je te dis, avec cette foulée particulière. Il a une façon de courir très particulière et c'est un junior, quoi. Cette joie de jouer. Il nous réconcilie, tu vois, la relation qu'on a avec le foot qui devient de plus en plus difficile, le fric, machin et tout. Et lui, il nous réconcilie avec le foot des cours de récré. C'est exactement ça. L'image qui reste, ou le match qui reste pour toi. Alors, c'est pas très original, mais c'est la finale 2018. Pour moi, un but de passe décisive, c'est l'apothéose. Il fait une Coupe du Monde extraordinaire et je trouve que c'est l'image que je garde de lui parce que c'est aussi la générosité. Il met un penalty sur le but, mais il fait 2 passes décisives où il est au sens du collectif et c'est peut-être sa performance qui résume le mieux son dévouement pour le collectif et sa personnalité. Guy, ce que vient de dire Emmanuel, c'est tellement évident, c'est le chef-d'œuvre. 3 impliqué dans 3 buts en finale de Coupe du Monde, c'est le plafond de la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Non, mais c'est vrai, c'est le Dies Irae du Requiem de Mozart, c'est Abbey Road des Beatles, tu vois, c'est son chef-d'œuvre. Tu peux pas faire mieux que ça, quoi. Non, c'est clair. Arnaud, toi, l'image qui reste... Comme l'auditeur, en plus c'est là où je vais commencer à écrire le livre avec lui, c'est l'Euro 2016, parce qu'il a vraiment, un petit peu comme Léo Marchand, il a vraiment changé le statut. C'est-à-dire que c'était un joueur de foot connu par les fans de foot, même si c'était déjà un grand joueur à Atlético Madrid, et c'est l'Euro 2016 qu'il a vraiment fait basculer dans une autre dimension. Meilleur buteur, meilleur joueur et vous l'avez dit... Et ballon de bronze. Et ballon de bronze, même si bon, c'est anecdotique, entre guillemets, parce qu'il aurait voulu gagner l'Euro, mais 2 buts à Marseille en plus, qui est le public le plus chaud de France. Il se serait bien vu jouer à l'OM, parce que c'est le public qui l'a transporté, qui a aidé l'équipe de France à passer. C'est vraiment ce match-là qui l'a vraiment fait passer dans une autre dimension. Et un dernier mot, Philippe, c'est quand même aussi, quand on prend avec du recul, qu'on refait le film, on sait que c'est la désillusion de 2016 qui a construit le sacre de 202018. Donc on est obligé de lier les deux. C'est exactement ça. Et pour toi, Maxime, l'image... Vous avez à peu près tout dit, donc je dirais ses expériences capillaires. Chose que vous pouvez pas connaître, Philippe David, évidemment. Mais vraiment, ça a été un parcours incroyable au niveau de ses cheveux. Expert de la mode. J'avoue que ces expériences capillaires ont été très originales. Sinon, vous avez tout dit, je vais pas répéter finale, demi-finale. Merci beaucoup Arnaud Ramsey et ce livre Arnaud. écrit avec Antoine Griezmann, Derrière le sourire. Merci Sébastien qui est, je suis sûr, chez lui, la photo d'Antoine Griezmann sous le maillot de l'Atlético, du Barça. Le mug Antoine Griezmann. Le mug Antoine Griezmann. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on va parler, on est à une demi-heure du coup d'envoi d'un
Arsenal-Paris Saint-Germain, qui est quand même un match test pour les Parisiens, parce que, désolé, Gérone, ça a été compliqué, mais Arsenal, chez lui, c'est quand même 2 salles, 2 ambiances, par rapport à Gérone au Parc des Princes. On se retrouve tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Retour des vraies voix du foot en cette soirée de Ligue des Champions. Alors je vous le dis, Brest mène à 3 minutes de la fin, 4-0 sur la pelouse du Red Bull Salzbourg. Alors là, c'est quand même un peu la surprise du chef. Mais tout de suite, on fera le débrief de Brest à la fin du match. Mais on va parler du match du soir. Arsenal-Paris Saint-Germain. Alors, Arsenal a fait match nul à l'Atalanta Bergame lors de la première journée 0-0. Le PSG a gagné à la fin du temps additionnel sur un CSC 1-0 au Parc des Princes contre Gérone. Et on va faire le point en championnat. Le PSG est premier de la Ligue 1 et Arsenal est deuxième ex-aequo de la première ligue derrière Liverpool et à égalité avec City. On va commencer avec toi, Guy. Est-ce que le match de Gérone, ça a créé des inquiétudes pour le PSG au niveau européen? Parce que la Ligue 1 et la Ligue des Champions, c'est pas tout à fait la même chose. D'autant que le dernier match de championnat a créé des inquiétudes. Donc c'est te dire si je suis inquiet avec la Coupe d'Europe. Parce que on va dire Gérone, c'était le niveau de Reims qu'ils ont affronté ce week-end à peu près. Premier match de Coupe d'Europe pour Gérone. Donc et ils ont fait à peu près le même match contre Gérone et contre Reims. Donc j'ai les mêmes inquiétudes et évidemment je suis particulièrement inquiet. Si on décortique les résultats d'Arsenal, on s'aperçoit que c'est moins brillant que les chiffres secs paraissent. C'est-à-dire, par exemple, ils ont battu, je ne sais plus quel club, Bolton 5-1, mais c'est en Ligue, tu vois, en Ligue, etc. Ils ont fait 0-0 avec City, mais ils ont eu 12% de possession de balle. Ils ont fait nul contre Brighton et nul contre City, ouais. 2-2 contre City, mais en jouant la moitié du match à 11 contre 10. Voilà, et puis ça a joué ce week-end 4-2 contre Leicester. Leicester, pas très bien classé, Leicester. Non, donc c'est derrière le truc, c'est moins brillant qu'il n'y paraît. C'est pas la machine à empiler des buts mais enfin là, sur ce qu'on voit, pour répondre à ta question, effectivement, il y a de quoi être inquiet. Inquiet, Manu? En fait, c'est assez paradoxal parce que pour l'instant, en Ligue des Champions, on n'a que le match face à Gérone pour pouvoir essayer de se faire un avis. Et sincèrement, moi, j'ai pas d'avis. Franchement, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Gérone, c'est une équipe qui nous a surpris l'an dernier, qui fait un début de saison difficile et qui a fait un match très solide contre Paris. Et si on essaie de se baser sur le championnat, Paris, 6 victoires, 1 nul en 7 matchs, c'est le meilleur départ depuis 2017 où ils avaient fait 7 victoires avec Thomas Tuchel. Donc, si on se base sur le championnat, c'est plutôt un bon début de saison. Qu'est-ce qui manque? C'est la manière, mais en même temps, Luis Enrique, on sait que lui, il est dans son laboratoire, il teste différents schémas, différentes choses, donc il réfléchit sur du long terme, il essaie d'avoir un 11 de départ pour le mois de février. Donc quelque part, on connaît Luis Enrique, donc c'est pas tellement une surprise. Et si on fait le miroir avec Arsenal, c'est pareil, 4 victoires de nul, une équipe qui peut passer à côté d'un match. Je vous dis, ce soir, si Paris gagne à Arsenal, alors qu'ils sont loin d'être favoris, c'est pas une énorme surprise non plus. C'est des équipes qui arrivent à performer dans la cadence en championnat, mais qui ont souvent des difficultés en Ligue des Champions. Pour répondre à ta question sur Arsenal, y a-t-il lieu d'être inquiet cette équipe rend inquiet, mais effectivement, le PSG est capable de tout, c'est-à-dire que du meilleur comme du pire. Arsenal peut aussi être inquiet. J'attends moi le jour où Luis Enrique va arriver au bout de ses idées et où ça va ou pas marcher. On attend ça, on attend ce match référence. Il fait tout pour ça, en tout cas, il suit sa ligne. Directrice, il laisse pas les joueurs imposer leur vue, il démord pas du truc, donc ils sont capables du pire comme du meilleur. Maxime, tu en penses quoi? Moi je dis que Arsenal n'a absolument pas peur du PSG, enfin je veux dire c'est une des meilleures défenses de première ligue. On voit et une super attaque comme il y a de sacrés attaquants devant. Au-delà de l'attaque, je veux dire, je vois pas Arsenal subir à domicile contre le PSG. Alors, on a Laurent, supporter parisien, qui est avec nous. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors, est-ce que pour toi, Arsenal, c'est très au-dessus par rapport à Gérone? Et est-ce que c'est un match piège ou un match test du côté de l'Emirates? Ça va être un match test. Bon, après, il n'y a pas de conséquences dramatiques si on perdait, parce que vu le nouveau format qui se finit en février, même si on perdait, il faut finir dans les 25 premiers, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, les 8, ça serait bien, mais voilà. Et surtout, dans les 24. Arsenal, au niveau européen, si on regarde sur les 10 dernières années, ça ne représente pas grand-chose au niveau européen, Arsenal. Je vous rappellerai juste l'année dernière, ils ont perdu à Lens, si j'ai pas de bêtises. Ils étaient dans le groupe de Lens. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, il y a pas de, ça serait pas un exploit pour moi de gagner, ça serait une performance. Ça perd en quart de finale contre le Bayern. Et Lens et finalement, Arsenal n'a gagné que 2 Coupes d'Europe dans son histoire.
On fait d'Arsenal un ogre européen, c'est pas un ogre. Bon, il y a des City à City, là je vous aurais dit oui, effectivement, ça va être très très compliqué. Arsenal, en plus, Arsenal c'est une équipe joueuse, donc je pense que pour les qualités du PSG, c'est une équipe, on est assez bon en transition, donc ça peut pas être plus mal. Par contre, ça va être un test effectivement pour la défense, que je trouve quand même assez bonne cette année à défense. J'aime bien le Pacho, je connaissais pas du tout, c'est assez solide. Bonne surprise. Je trouve que c'est assez complémentaire. Marquinhos, je trouve, reprend des couleurs. Je trouve très bon Marquinhos depuis le début de la saison. On l'a vu dès qu'il est sorti contre Rennes. Ça, tout de suite, la défense a été moins bien, assez fébrile. Donc voilà, moi je pense que c'est un match qui va être équilibré. J'ai une question. Les compos viennent de tomber. Vas-y. Alors, je vais vous donner les compos. On va commencer par Arsenal parce qu'ils reçoivent. Dans les buts, Raya, défense, Timber, Saliba, Gabriel Magalhaes, Calafiori, milieu de terrain, Parter, Rice derrière, Saka, Havertz, Martinelli et Trossard. Alors, côté parisien, dans les buts de Donnarumma, défense en latéraux, Hakimi, Nuno Mendes, défense centrale, Pacho, Marquinhos, Vitinha, Neves, Zaïre Emery au milieu de terrain et Doué, Lee et Barcola devant. Pour rebondir sur ce que disait Laurent sur l'équilibre défensif, moi je suis pas d'accord en fait. Je trouve qu'aujourd'hui il y a une vraie question dans les choix que fait Luis Enrique. Il a deux pistons qui sont Hakimi et Nuno Mendes qui ont les mêmes qualités, les mêmes défauts, qui sont plus des contre-attaquants que des purs défenseurs. Et il demande pas la même chose aux deux. C'est-à-dire qu'il autorise Hakimi de dézoner, de créer le déséquilibre, d'arriver au milieu de terrain, de faire le surnombre, en fait, de mettre une tactique en place pour piéger l'adversaire. Et il demande à Nuno Mendes de rester très bas. En fait, donc il demande à Nuno Mendes de ne pas jouer sur ses qualités, de jouer sur ses défauts, c'est-à-dire la défense pure. Donc je te pose la question, est-ce que tu penses pas que face à une équipe, que ce soit Arsenal ou autre, parce qu'on dit qu'Arsenal c'est une équipe joueuse, s'il joue face à l'Atlético, on va dire face à des équipes de ces calibres qui arrivent à jouer sur les faiblesses de l'adversaire, est-ce que cette faiblesse-là, c'est pas un plafond de verre pour le PSG en Ligue des Champions? Ouais. Par contre, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que Nuno Mendes est bridé, je trouve, parce que c'est un excellent contre-attaquant, un super. D'ailleurs, avec le Portugal, si vous regardez, il fait des passes décisives la dernière fois avec le Portugal, magnifique. Donc c'est vrai que je trouve que faire défendre Nuno Mendes, c'est un enjeu. Je suis entièrement d'accord. Après, c'est Luis Enrique, il fait comme il l'entend, mais c'est vrai que moi, je serais d'avis plutôt si Nuno Mendes monte, Hakimi reste derrière, et inversement pour les latéraux. Donc, mais peut-être que ce soir, il va peut-être un peu changer, parce que vu qu'on n'a pas Dembélé qui est un accélérateur, peut-être qu'il va demander plus à Nuno Mendes de monter sur le côté gauche, parce qu'Hakimi sera tous ses Doué, c'est ça qui joue. C'est Doué, oui. Doué, je pense que c'est moins, enfin, c'est plus technique, mais moins dans la vitesse. Il est quand même rapide, mais moins dans la vitesse que Dembélé. Donc je pense que dans le style de jeu, ça va être un petit peu différent, notamment devant. Et face à Gironde, juste pour compléter, le seul but parisien, c'est sur une montée de Nuno Mendes. C'est lui qui crée la différence. Donc la seule fois où il monte, c'est terriblement frustrant de voir Nuno Mendes s'arrêter à la ligne médiane. C'est terrible. Surtout que c'est un super joueur de support offensif comme Hakimi. Surtout que ça fait demi-tactique, puisque tu as Hakimi de l'autre côté qui. Enfin, voilà, quoi. Tu as deux flèches latérales, il faut les utiliser. Enfin, bon. Alors, il y a une question qui se pose. Quels sont les points sur lesquels les Parisiens vont devoir faire très attention? Parce que le secteur offensif, c'est quand même pas mal. Il y a du lourd. On a donné la compo entre Trossard, Gabriel Jesus, Kai Havertz, etc. C'est quand même du lourd. Qu'est-ce que vous en pensez, tiens, Manu? Je pense que... En fait, je suis curieux de voir comment Arsenal va apprivoiser cette équipe du PSG, parce que Luis Enrique, on peut lui reconnaître des défauts, mais mine de rien, il sait aussi calquer ses équipes sur l'adversaire, et je pense qu'il va pas trop se projeter, et je pense qu'Arsenal peut être dangereux pour Paris si Paris joue en bloc haut et qu'avec Trossard et leur flèche de devant il part dans le dos de la défense. Je pense qu'il va pas commettre cette erreur, qu'il va jouer plutôt bas, et on va voir comment Arsenal arrive à s'en sortir. Mais je pense que l'enjeu va être là. Comment Enrique arrive à orienter son bloc bas, bloc médian, ce sera la clé du match pour moi. Bon, déjà on peut dire que Paris Saint-Germain part avec un handicap de moins, puisque Mendes joue et Beraldo ne joue pas. Oui. Donc là c'est déjà, un point positif, parce que Saka face à Beraldo, ça aurait été la Bérésina. Beraldo, c'est devant sa télé qu'il est le meilleur. C'est terrible ça. Ça nous ramène à Ederton, ça nous rappelle des souvenirs comme ça. Voilà. Sinon, pour le reste, rien à dire, rien à rajouter sur ce que vient de dire Emmanuel. Je pense que le jeu d'Arsenal, c'est de lancer Saka dans le dos. Alors là, pour le coup, de Nuno Mendes ou Martinelli, et dans le dos de celui d'Hakimi. Je suis pas spécialement d'accord. À partir du moment
On parle beaucoup des flèches d'Arsenal, mais Arsenal n'est pas dérangé avec le ballon non plus. Ils peuvent garder le ballon sur des séquences très longues et ensuite monter, enfin avoir un jeu à la Guardiola au final, parce que Arteta est un Enrique, disciple Oui, t'as raison. L'axe Havertz. Il n'y a pas que la contre-attaque à Arsenal. Il y a une question qui se pose, Laurent. Alors, je ne vais pas rappeler de mauvais souvenirs, notamment du côté de Barcelone en 2017. Le PSG, il a quand même une faiblesse mentale encore en Coupe d'Europe. On l'a vu l'an dernier, je pense, moi, qui avait la place de passer en demi-finale contre Dortmund. Mais un match raté à Dortmund déjà au match aller qui coûte très cher avant le retour. Est-ce que quand on voit le mental d'Arsenal qui, menant à City, est arrivé à tenir à 10 contre 11 jusqu'à 90 plus 4 ou plus 5, ils ont un mental en béton. Est-ce que ça, c'est pas inquiétant ? Ouais, non mais je suis entièrement d'accord. Je trouve que c'est surtout le match retour, moi je l'ai trouvé très fébrile. Dès le début du match, je le sentais pas le match contre retour Dortmund. Je trouve que l'enjeu a pris trop l'importance sur le jeu. Et effectivement, et même je me souviens, notre dernier voyage en Angleterre, c'était à Newcastle, si je dis pas de bêtises, l'année dernière, on a pris le bouillon. Ah bah là, c'était un naufrage 4-1. Donc cette année, il va falloir aussi surtout la maîtrise au milieu de terrain. C'est vrai qu'on a la même philosophie que Arteta et Luis Enrique, c'est après les mêmes préceptes de jeu. Il va falloir bien maîtriser le ballon au milieu de terrain, et surtout, souvent on parle de mental, mais aussi dans l'impact. Souvent, quand on a des équipes qui nous rentrent dedans, je ne sais pas pourquoi, on se fait laminer. C'est ce qui s'est passé à Newcastle. Ils n'étaient pas supérieurs à nous, mais dans l'engagement, dans le physique et dans l'impact, ils nous ont bouffé. Et résultat, on s'est fait prendre systématiquement. Il y a un joueur par contre qui va être très important à mon avis, et moi je trouve que je connaissais pas trop, qui fait vraiment une bonne impression, c'est João Neves au milieu de terrain. Très je bon. trouve absolument extraordinaire. Je le trouve à 20 ans, conservation du ballon, il est partout. Il court partout, il couvre toutes les zones, il est très technique. Donc j'attends de voir ce joueur dans un match comme ça, mais je pense que ça peut être, avec Barcola, les deux joueurs qui peuvent être vraiment très importants sur ce match-là. Tu as raison sur Neves et Barcola, en tout cas sur leur qualité technique, mais ce dont on parlait, c'est de l'importance d'un patron, d'un taulier qui arrive à stimuler les types quand ils lâchent. Quand les matchs auxquels tu viens de faire référence, Newcastle, etc. Et tout à coup, quelqu'un qui insuffle l'esprit de révolte, comme pouvait le faire Ibra, par exemple. Oui. Enfin, tu vois, des gars comme ça, des fortes personnalités. Et est-ce que tu penses, Laurent, que le PSG a un joueur capable de faire ça actuellement ? Malheureusement non. Ouais. Parce que Marquinhos, c'est son rôle, mais je trouve qu'il n'est pas assez... c'est pas dans sa nature. Non. Et effectivement, je pensais exactement à Ibra. Quand tu as dit, quand tu as parlé d'un leader, je pensais à Ibra. Depuis qu'on a perdu les Thiago Motta, les Thiago Silva, même Thiago Silva, on le décriait, mais Thiago Silva, c'était comme un extraordinaire défenseur. Et je trouve que c'était comme un leader, malgré ce qu'on pouvait dire. Parce que depuis qu'il est parti, on voit que derrière, quand Marquinhos est un petit peu moins bien, il y a personne pour tenir la baraque. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'on manque de leader. Après, je pense que le projet aussi, c'est d'amener une équipe jeune, à maturité, pour moi, dans 4-5 ans, parce que je pense que Luis Enrique, il est là pour longtemps, parce que vous regardez, Nasser, il s'occupe plus de rien maintenant. C'est-à-dire que là, Dembélé, il a été mis de côté. Avant, c'était la République des joueurs, ils allaient voir le président Katimini, et le président leur donnait pratiquement raison. Là, à mon avis, il n'y en a aucun qu'à broncher. Apparemment, Nasser est d'accord avec ce qu'a fait Luis Enrique. Donc moi, je pense qu'il faut aussi laisser du temps à cette équipe-là. Laurent, je vais poser la question à tout le monde. Le pronostic, tiens, Laurent. Alors, je dirais un match nul. Moi, je vois un match nul avec des buts de partout. De partout, Guy. Un partout, et juste, je reviens un mot sur ce que vient de dire Laurent. Il a raison, c'est une équipe en devenir. Il faut, je te parlais des idées de Luis Enrique. Il faut lui laisser le temps d'aller jusqu'au bout, et il est respecté par les joueurs. C'est l'essentiel. Ça, c'est 2-2, 1-1 pour toi, Manu. 3-1 pour Paris. 3-1 pour Paris. 2-0 Arsenal. 2-0 Arsenal. Et alors là, moi, c'est vraiment le match où je suis incapable de faire un prono parce que ça peut aller en sens. Philippe, tu nous le demandes. Allez, je vais le jouer. Allez, un peu chauvin. Vas-y. Allez, 1-0 pour le PSG. Allez, 1-0 pour le PSG. Merci beaucoup, Laurent. Tout de suite, on va parler de Brest. Et cet exploit, une victoire 4-0 à l'extérieur après une première victoire. On peut dire que l'Autriche réussit bien au Breton. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio dans les vraies voix du foot. Sud Radio, votre attention. Retour des vraies voix du foot avec Guy Carlier et Emmanuel Galasso et évidemment Maxime. Et c'est la divine surprise de la soirée. Le Stade brestois, après sa victoire contre le Sturm Graz 2-1, est allé, il n'y a pas d'autre mot, exploser le Red Bull Salzbourg 4-0 en Autriche. On a un supporter brestois avec nous. Bonsoir Romain. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Alors, Romain. On va pas parler de champagne, là c'est pas Reims, le Chouchen était au frais.
Le Chuchen est bien chaud. Ouais, enfin chaud, c'est quand même pas terrible, hein, non? Bon, il faut se barquette, quoi. La température, voilà. C'est Romain qui est chaud, j'ai l'impression. Alors, ce match, t'as joué au Paris sportif parce qu'à 4-0 à l'extérieur, une victoire de Brest, à mon avis, les rapports, ça permet d'engranger un peu d'argent, non? Et une cote à 3,93 la victoire de Brest. Hein. Oui, et t'as joué? Ouais, j'ai été timide, j'ai mis que 5 €. Donc ça me fait quand même 19 € de gagner, mais bon. Ah bah c'est bien. C'est bien, ouais. C'est bien. Alors, bilan de ce match. J'avoue qu'on a regardé la première mi-temps. J'ai trouvé Brest hyper dominé, mais qui a une occasion, qui met un but, qui s'en crée une seconde, qui aurait pu en mettre un deuxième. Mais on n'a pas vu la deuxième mi-temps parce qu'on était en direct dans les vraies voix du foot, bien évidemment. Allez, raconte-nous. Fais-nous rêver. Alors franchement, une équipe métamorphosée de retour des vestiaires. Sima a été incroyable sur son côté gauche. Il met 2 buts. Oui, 2 buts avec une passe magnifique de Ludovic à Georges. Et puis les rentrants qui ont été, le coaching gagnant d'Éric Roy qui a été magnifique parce qu'il fait rentrer Mama Baldé à la 63e. Derrière, 5 minutes après, il met une passe décisive. Il fait rentrer Peralage à la 74e pour faire sortir Sima justement, et il marque à la 75e. Donc le coaching a été parfait. Moi, ce qui me plaît dans cette équipe de Brest, c'est qu'on a réussi à faire une équipe A et une équipe A'. Ce qui me faisait un peu peur au début de la saison, parce que au vu du budget de Brest, j'avais peur de ne pas avoir assez de joueurs pour jouer les deux compétitions. Mais là, ça me va. Ouais. Romain, tu parles d'équipe A, équipe A'. On a surtout l'impression qu'il y a une équipe en Ligue 1 qui est en grande difficulté, une équipe en Ligue des Champions qui se métamorphose. Notamment là, le dernier match face à Auxerre, vous perdez 3-0. Et choix fort d'Éric Roy, c'est faire sortir Jordan Amavi et Romain Fèvre du 11. Tu parles de A et A', on a surtout l'impression qu'il y a deux approches des compétitions différentes et deux mentalités différentes. Comment t'expliques cet écart entre les deux, toi? C'est que les joueurs qui jouent à la Ligue des Champions étaient là la saison dernière. Tandis que Romain Fèvre n'était pas là l'année dernière. Amavi, il a passé son temps à Clairefontaine en rééducation, il a joué que le dernier match. Donc c'est des joueurs peut-être qui sont un peu plus dans le dur, qui sont là pour se relancer. Mais pour le championnat, ils ont le niveau de la Ligue 1, hein, donc ça je me fais pas de soucis, mais il faut un peu de temps d'adaptation. C'est plein de nouveaux joueurs qui jouent la Ligue 1, et tandis que c'est le groupe de base qui joue la Ligue des Champions. Guy, Fèvre n'a pas joué. Ce soir, il n'a pas joué, non? Il n'a pas joué. Il est rentré, il n'est pas titulaire. En fin de. Ouais. D'accord. Ah, titulaire, non. C'était une sanction. Hein. Je ne sais pas d'ailleurs où Emmanuel a eu ces informations, mais elles sont très très bonnes. Je ne cite jamais mes sources, Romain. Vous avez bien raison. C'est confidentiel défense à Brest, on sait ce que c'est avec la base navale. Hein. Non, mais Fèvre a été catastrophique. J'étais à la Baie des Champs voir le match. Avec Amavi, le côté gauche a été vraiment mort. Pas de rythme. Pas d'entente sur les passes, sur les appels, rien du tout. Donc ça a été une sanction, plus pour Fèvre, déjà qui a fait 2 matchs en Ligue 1 qui étaient très mauvais. Amavi, qui monte beaucoup trop haut, donc il oublie aussi son poste de défenseur gauche. Il joue plus piston. Et le gros coup dur, ça a été Brendan Chardonnay, formé au club. Oui. Capitaine depuis 5 ou 6 ans du Stade brestois. Là, on lui a dit non, tu restes à la maison, quoi. Enfin, je pense que ça a été un peu un électrochoc, ce match à Auxerre. Quand on regarde le calendrier de Brest en Ligue des Champions, alors là, faut faire les photos sur tous les réseaux sociaux. Brest, premier de la Ligue des Champions. Oui. On risque d'avoir ça pendant un certain temps. Le prochain match, là, ça reste dans les germanophones, mais c'est quand même 10 niveaux au-dessus. C'est le Bayer Leverkusen, vainqueur l'an dernier. Haut la main de la Bundesliga. Non, ils ont perdu. Ils ont perdu contre la Ligue. Mais par contre, ils gagnent de la tête et des épaules la Bundesliga. Est-ce que là, ça fait pas un peu peur? Franchement, quand je vois le jeu concret, quand je regarde pas la Ligue 1, là, je regarde nos matchs en Ligue des Champions. On a un bon jeu de Ligue 1. Si on jouait la Ligue des Champions comme on jouait le championnat, on pourrait être dans les 3-4 premiers. Donc le Bayer Leverkusen qui est un peu plus en difficulté avec quelques départs quand même cette saison, je pense que là en ce début de saison, ils sont prenables. Après voilà, vous me parlez, j'ai encore l'euphorie du 4-0. Ouais. Mais, ça se comprend. non mais
Je pense que si on... Là, de toute façon, d'après mes calculs, pour finir à 24e place, il fallait 7 points. On en a déjà 6. Entre 7 et 11. Donc globalement, on dit entre 7 et 11, quoi, pour faire les barrages. Bonus. Si on en fait un ou deux des points, ça serait magnifique. Mais là, c'est que du bonus. Pour en revenir au match proprement dit, il semble que Ajorc ait fait un beau match, un grand match, et qu'il monte en puissance depuis 3-4 matchs, alors qu'il était assez catastrophique en début de saison. Est-ce que tu penses qu'il peut se passer la même chose pour en revenir avec Fèvre, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'adaptation pour ces recrues, pour ces gens qui reviennent ou qui redémarrent à Brest, et parce que moi, quand je l'ai vu jouer à Jorge, je me suis dit c'est terrible, quoi, par rapport à ceux qui sont partis, c'est une baisse de niveau, et là il semble s'intégrer à l'équipe, apporter vraiment un plus, et ce soir, semble-t-il, il a fait un très bon match. Est-ce que tu penses que l'équipe a besoin de trouver comme ça une cohésion qui va venir avec les recrues? Je pense que dans le recrutement de Ajorc, on a été intelligent, car on a tout fait pour retenir Steve Mounier. Mais en fait, c'est le même profil, grand. Bon, c'est pas le football qu'on aime voir sur le terrain, mais c'est un bon pivot en attaque. Là, tout ce qu'il fait, c'est des décrochages de gauche à droite et des remises au centre. Ou alors il remet des remises de la tête sur des corners ou coups francs. C'est ce qu'on lui demande. On lui demande pas d'aller dribbler les deux derniers défenseurs. On veut vraiment qu'il soit présent de la tête sur les dégagements, parce qu'on joue quand même très défensif. On n'est pas non plus full attaque. Donc on a besoin de grands joueurs devant, comme Sima, Abdallah Sima aussi, qu'on a placé sur le côté gauche, qui fait quand même 1m90 également. Donc on a vraiment besoin de ces repères-là en attaque pour justement faire reculer l'équipe adverse. Donc le profil est le même. Après, il a été blessé pendant 6 mois à Mayence. Oui, le profil est le même, oui. Tu penses que tu penses que ça va être un électrochoc pour le championnat, ce match référence, évidemment? Oui, c'est un match référence, Guy, tu as raison. Et oui, ça va faire du bien, parce que justement, les joueurs qui ont joué le championnat la semaine dernière, ce vendredi, ont été mis sur le banc ou à la maison. Donc je pense que là, ils vont peut-être se dire, putain, je me suis battu l'année dernière pour aller en Ligue des Champions, et puis là, je peux pas la jouer parce que je suis mauvais en Ligue 1. Je pense que ça va faire du bien dans les têtes. Et puis Eric Roy a été très clair en conférence de presse en disant que si les joueurs pensaient déjà à mardi, ils pouvaient rester à la maison, regarder le match, parce qu'ils ne joueraient pas. Ce qui va être intéressant à suivre avec ce nouveau format de Ligue des Champions, c'est qu'on repense à Montpellier, qui est champion en 2012, qui enchaîne avec les Ligues des Champions l'année d'après, qui est très vite dépassé en Ligue des Champions, qui se dit bon, on laisse tomber, on assure le maintien, et il pense un peu petit, parce que c'est pas des clubs, Brest, comme Montpellier à l'époque, c'est pas des clubs structurés pour jouer en Ligue des Champions. Mais ce qui est intéressant avec cette nouvelle formule, c'est ce que tu disais, là, t'as 6 points. Si tu pars du principe qu'entre 7 et 11 points, t'es qualifié pour les barrages, mais il peut y avoir une gestion qui se met en place, où à partir du moment où tu as 8 ou 9 points, tu dis bon, on respire en Ligue des Champions, et on se concentre sur le championnat, et l'un ça peut faire les vases communicants, et ça peut mettre en confiance le groupe. Je vais vous donner la suite du Vas-y Romain, je vais donner la suite du programme des réjouissances, on peut dire, parce qu'avec 6 points en 2 matchs, c'est les réjouissances. Oui, mais quand on compare, je compare Lens l'année dernière, qui jouait la Ligue des Champions aussi, et leur championnat au même stade, aujourd'hui, ils avaient quand même 6 à 7 points de retard par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Alors, les réjouissances. Bayer Leverkusen à domicile. Ensuite, Sparta de Prague, qui a mis 3-0 au Red Bull Salzbourg. À l'extérieur, on peut peut-être aller chercher un petit quelque chose au Sparta de Prague. Bon, après, Barcelone au Camp Nou, là, on va peut-être pas être trop gourmand. Le PSV Eindhoven à domicile, après tout, pourquoi pas. Puis taper un ancien champion d'Europe, c'est quand même bon pour le moral. Ensuite, là, il y a quelque chose à faire. Le Shakhtar Donetsk à l'extérieur, mais comme c'est un club ukrainien, ce sera quelque part sur terrain neutre. Voilà, donc voilà. Et enfin, là par contre, ce serait vraiment un exploit, le Real Madrid à domicile. Moi, quand on voit 6 points au bout de 2 matchs, il y a peut-être quelque chose à faire. Le Real tremble. Non, mais là, on va parler fantasme. Ils vont gagner au Camp Nou et ils battent le Real. Là, je peux te dire. C'est pas au Camp Nou, c'est encore le stade olympique. Oui, c'est encore le réparation. Exactement. Là, ce serait vraiment. Non, il n'y a pas quelque chose à faire là après 6 points. Momo Baldé va becter Vinicius. Je trouve que c'est un beau titre pour l'équipe. Non, mais ça serait magnifique. Après, que ce soit le Shakhtar, Barcelone, le Real ou n'importe,
Il nous manque encore 2 petits points, voire 3 petits points. Quoi. Ah bah si ça se fait contre Prague, 1 point à Prague et 1 point au Shakhtar et c'est bon, hein, non? Oui, bien sûr, mais on se faisait la réflexion de toute façon quand on regardait les matchs à venir en Ligue des Champions pour Brest. En fait, c'est super que sur les 2 premiers matchs, ils affrontent des équipes à leur portée qu'ils arrivent à battre, parce que là, tout de suite, on a l'impression qu'ils vivent un conte de fées, que tout ce qui va arriver va être du bonus, et qu'en plus de rêver à chaque match, il y a des vraies ambitions sportives qui se mettent en place. Donc c'est génial ce qui se passe du côté de Brest. Oui, et puis en 2 mots, c'est juste qu'on arrive à être acteur. On n'est pas passif Totalement. dans les Ligue des Champions. Sans complexe. C'est super important dans l'état d'esprit. Ouais, Romain, le village gaulois d'Astérix est en Bretagne, ça se finit toujours par une chanson. Est-ce que tu peux nous chanter l'hymne de Brest pour conclure les vraies voix du foot? Nous sommes les petits elfes, sauvages et fiers de l'être. Nos chants résonneront comme le tonnerre de Brest. Oh bah bravo. Et pour une fois, Philippe, on ne va pas bâillonner le barde à la fin du banquet. Comme on dit en breton, Trugaresvras, ça veut dire merci beaucoup, je crois, c'est ça? Et Kenavo d'Avéchal. Au revoir et à la prochaine. Voilà, Merci et beaucoup. On va aller chercher des infos. Où tu vas les chercher Je ne cite pas mes sources. Parce que nous, on Je va ne rue de cite pas mes Siam sources. avec. Merci beaucoup. Allez, Petit bonne rue de Carnier. Siam, notre ami. Merci beaucoup, Merci, Emmanuel Philippe. Galasson. On se retrouve mardi prochain. Merci Romain, merci à tous. On se retrouve mardi tout de suite. Jacques Pessis, les clés d'une vie. Sud Radio.